La compréhension de ses forces et de ses faiblesses est à la base de toute vraie progression. Pour une communauté unie et forte, Mentalité Pensée vous présente une série de podcasts visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Visant à travailler la conscience de nos frères et sœurs noirs. Relevons le défi. Bonjour. Ce que nous allons faire, plein de gens déjà le font. Sur Internet, il y a bien sûr plein de gens de valeur et de bonne volonté, appelés des influenceurs, qui font plein de podcasts et de lives pour essayer d'éduquer, inciter et aider les gens à améliorer leur vie. Les sujets que nous allons traiter dans nos séries de podcasts ne sont pas des sujets inconnus. Ce sont des affaires que nous connaissons déjà, que nous entendons assez souvent, mais que nous n'accordons jusque-là pas vraiment de l'importance. Des notions pourtant substantielles et fondamentales, mais qui généralement restent abstraites et qui généralement aussi restent seulement au niveau de l'intellect après les avoir entendus. L'intellect se rapporte aux connaissances, à la quantité d'informations accumulées dans le mental et à la capacité de raisonner par rapport à ces informations. L'intellect a une vue partielle de la réalité. Il participe toutefois à l'intelligence. L'intellect, c'est quand on dit « je sais des choses, je connais des choses ». L'intellect est donc une simple accumulation d'informations venant des autres, venant du dehors, et qui sont mémorisées. L'intelligence, elle, est la capacité de répondre à une situation spontanément, dans l'instant présent. La capacité d'aller au-delà, la capacité d'avoir une vue globale d'une situation, d'une réalité. Ce qui fait que dans chaque situation, on peut être intelligent ou ne pas l'être. L'intelligence, c'est une vision pénétrante. C'est une faculté de perception et de discernement qui permet de voir différemment, sans conditionnement, au-delà des traditions, au-delà des coutumes, au-delà des doctrines, au-delà des dogmes et au-delà de l'intellect. Notre but donc est vraiment de faire appel à votre intelligence. Notre but avec nos séries de podcasts est vraiment d'aller au-delà de l'intellect, au-delà du simple fait d'entendre les intervenants parler, mais d'activement toucher l'écoute, de toucher la conscience des gens qui vont les écouter. Il y a une nette différence entre entendre et écouter. Écouter, c'est là que ça se passe. C'est vraiment là qu'on commence à vraiment comprendre, à prendre conscience et à vouloir agir concrètement pour le mieux. Face au grand flot d'informations, de distractions de toutes sortes, complètement accaparantes et captivantes des réseaux sociaux et des médias, nous espérons que nous serons vraiment à la hauteur de l'objectif visé pour une communauté unie et forte. Au fil des séances, chaque séance durera environ 1 heure, nous aurons divers intervenants de diverses nationalités noires
et des experts noirs en neurosciences, économie, psychologie, PNL, croissance personnelle, historiens, etc. Et chaque séance se déroulera autour d'un thème spécifique. Nous vous demandons donc de vous abonner à notre chaîne YouTube pour être informé de la disponibilité de chaque nouvelle séance. Et nous vous demandons de rejoindre la communauté Noir Plus sur Facebook en cliquant sur le lien. Nous sommes et resterons ouverts à toute suggestion, commentaire ou critique constructive dans le respect. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour. Aujourd'hui est le 28 décembre 2022. C'est notre troisième podcast. Lors de notre dernière rencontre, nous avions parlé des forces et des faiblesses de la communauté noire. On avait avec nous Malema, Malik et moi, Tantan. Et en termes de force, Malema avait évoqué l'intelligence et la résilience des Noirs, qu'il avait décrit selon ses termes comme ce ressort qui ne casse jamais, malgré les pires pressions comparativement à d'autres nations qui ont été génocidées et éradiquées de la surface de la Terre. De mon côté, en termes de force, j'avais aussi évoqué l'intelligence et le sens de créativité artistique et la capacité potentielle d'union des Noirs, en rappelant que les Noirs font beaucoup d'impact quand ils s'unissent. Et en termes de faiblesse, j'avais évoqué la tendance naturelle à être beaucoup plus consommateur que producteur de la communauté noire. J'avais parlé de la culture de la mentalité de victime, la culture de la superstition, c'est-à-dire que tout est causé par des mauvais esprits, que l'humain en soi n'est pas tout à fait responsable. J'ai parlé de la pratique de la politique de l'autruche, c'est-à-dire que soit on évite de voir le problème ou de parler du problème, ou soit on remet tout à Dieu pour solutionner les problèmes. J'ai aussi évoqué la vulnérabilité de la communauté noire à la manipulation et le manque de valorisation. Malik, lui, nous avait décrit un peu la réalité socio-économique et sociopolitique du Mali. Et en termes de force, il a aussi parlé de la grande intelligence des Noirs. Il était d'accord avec la potentialité de la capacité d'union des Noirs, mais lui, il estimait que l'union nous faisait grandement défaut, globalement parlant. Pour les faiblesses, Malema et Malik ont évoqué et ont parlé de la division traditionnelle des ethnies en Afrique, qui cause justement le manque d'union dont on parlait plus haut. Malik avait souligné la vulnérabilité et la forte dépendance des Noirs aux distractions, qui empêche les Noirs de penser et de réaliser beaucoup plus de choses exceptionnelles. Aujourd'hui, pour notre troisième podcast, nous allons parler des causes des faiblesses de la communauté noire. Aujourd'hui, je suis seul. Les autres confrères sont en congé. Nous sommes donc en période de fête, pratiquement à l'aube du Nouvel An, où tout le monde commence et va souhaiter à tous nos meilleurs vœux de bonheur et de changement, où tout le monde va souhaiter de meilleurs résultats pour les autres, pour nos pays, pour notre communauté. Ce qui est certain, c'est que nous voulons tous du changement. Changement pour le meilleur. Mais quand on parle de changement, généralement, d'une manière globale, l'humain a toujours tendance à penser, à croire que le changement d'attitude et de comportement ne concerne que les autres et pas lui. Que les autres
sont mauvais et que lui seul est bon, même quand lui-même aussi il agit mal. C'est toujours tellement plus facile de réclamer et d'exiger le changement d'une situation que de participer au changement de la situation tout en continuant, persistant et s'obstinant à répéter les mêmes causes de la mauvaise situation. Certains disent vouloir mieux, vouloir un changement dans leur situation, mais ne veulent absolument rien changer, ni en eux, ni dans leur fonctionnement. Lors de notre dernière rencontre, j'avais demandé à Malema et Malik, est-ce qu'ils pensent que notre communauté, la communauté noire, globalement parlant, veut vraiment un changement, veut vraiment aller de l'avant, veut vraiment augmenter sa valeur, globalement parlant. Malema avait répondu que, selon lui, oui. De mon côté, me basant sur les faits, globalement parlant, je réponds non. Et je vais m'expliquer. Comment prendre au sérieux quelqu'un ou un peuple ou une communauté qui dit vouloir un changement, qui réclame le changement et le progrès, mais en même temps qui s'obstine et persiste lui-même à garder et à répéter encore et encore et encore les mêmes comportements qui vont à l'encontre même du changement et de son progrès et de sa valorisation qu'il réclame tant dans son entourage. Le mécanisme du changement proprement dit intervient quand nous faisons ce qu'il faut. Apprendre à changer est un excellent moyen d'obtenir des résultats meilleurs dans notre vie. Il n'y a pas vraiment de changement réel et durable sans changement. Le changement qu'on réclame demande aussi un changement. Et bien sûr, si le changement était quelque chose de facile, tout le monde changerait facilement leurs conditions de vie. C'est pourquoi il faut se disposer à le faire et à apprendre à le faire. Quoique rempli à profusion de potentiel, si globalement dans nos comportements nous préférons beaucoup plus espérer que planifier, si nous préférons beaucoup plus la débandade, le désordre que la discipline, si nous croyons et préférons beaucoup plus à nous disperser, nous séparer que nous unir, nous rapprocher et nous organiser, si nous préférons beaucoup plus nous divertir que produire et ensuite nous nous étonnons des résultats et protestons, cela ne va pas le faire. L'un des plus grands adversaires du changement chez l'humain est le conditionnement. Un conditionnement est un programme qui roule dans le subconscient d'une personne. Et ce programme régit et contrôle les comportements de cette personne. À notre époque, ce n'est plus un secret. Grâce à l'Internet, qui démocratise toute chose, maintenant tout le monde est au courant qu'il y a un lien entre notre manière de penser et nos résultats. Cependant, c'est une information capitale qui reste encore absolument sans aucune importance pour la majorité des gens. Pour vous qui écoutez ce podcast aujourd'hui,
vous, frères ou sœurs noirs, qui écoutez aujourd'hui, il est important de comprendre la relation entre nos concepts mentaux, nos comportements et nos résultats. Oui, nous avons une grande potentialité dans notre communauté. Mais ce n'est pas tout. La potentialité, c'est ce qui existe en puissance. La race humaine, excluant le concept de couleur, a indistinctement la même potentialité de réalisation. Comprenez bien qu'il y a le potentiel. Mais ensuite, il y a aussi les croyances. Dépendamment des croyances, il y a les comportements et les actions. Et dépendamment des comportements et des actions, il y a bien sûr les résultats. Le problème n'est donc pas dans la potentialité. Comme l'a si bien expliqué et l'a si bien dit Malema et Malik dernièrement, tout ce que les autres font, nous pouvons, et certains d'entre nous les font aussi bien que les autres. Et nous le constatons. Mais notre but avec ce podcast n'est pas juste de parler de ceux d'entre nous qui travaillent sur eux-mêmes pour faire une différence dans la tendance globale. Notre but est vraiment de conscientiser nos auditeurs, frères et sœurs noirs, pour améliorer la tendance globale. Bien sûr, les critiques négatives ne sont jamais agréables à entendre. Cependant, ils révèlent souvent de vrais points faibles à travailler. Les critiques sont des informations précieuses pour aider quelqu'un, pour nous aider, pour vous aider à améliorer votre ou notre efficacité potentielle. L'expression de ce potentiel que nous avons, que vous avez, dépend et est en étroite relation avec nos croyances, avec vos croyances. Nos croyances sont en étroite relation avec nos comportements et nos actions. Nos croyances déterminent nos comportements et nos actions. Nos comportements et nos actions sont en étroite relation avec nos résultats dans la vie. Nous parlons de potentialité, de croyance, de conditionnement, d'action, de résultat et de la relation, l'interrelation qui existe entre ces concepts. Pour vous expliquer de manière imagée, pour que vous puissiez bien comprendre l'enjeu, je vais prendre l'exemple des ordinateurs ou des smartphones. Étant donné que de nos jours, ces deux objets-là font pratiquement partie de la biologie des gens. En Haïti, je viens d'Haïti, en Haïti, j'ai étudié les sciences informatiques après mes études secondaires. Je pense qu'il y a une certaine analogie entre l'homme, justement, et le fonctionnement des ordinateurs. La majorité des gens de nos jours savent que l'humain a une partie consciente et une partie inconsciente. Et dans cette partie inconsciente-là, on trouve une partie appelée le subconscient. Plein d'articles et de vidéos YouTube en parlent. Mais cela reste toutefois, et malheureusement, juste un concept sans importance pour un grand nombre de gens. On s'en fout. Tandis que c'est ce qui contrôle et régit la vie de chaque personne. C'est ce qui régit et contrôle nos pensées, nos paroles, nos comportements, nos actions et nos résultats. Nous parlons de parties conscientes, nous parlons de parties subconscientes, nous parlons de parties inconscientes.
Laissez-moi vous expliquer. Supposons que vous êtes un smartphone ou un ordinateur. Bon, un smartphone est aussi un ordinateur, mais vous voyez ce que je veux dire. La science nous dit que l'homme est 95% habitude. C'est-à-dire que l'homme est dirigé tous les jours à 95% par son subconscient. Ce qui veut dire que seulement et relativement 5% de l'activité mentale de l'homme est consciente. Pour rendre ceci encore plus clair pour vous, sachez que, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la science, au terme des recherches poussées et avancées, sachez que le cerveau humain, votre cerveau, traite environ 400 milliards de bits d'information par seconde. Je répète, le cerveau humain traite, incluant votre cerveau, traite environ 400 milliards de bits d'information par seconde. Cependant, seulement 2000 environ de ces bits de données parviennent à la conscience. C'est pour ça qu'ils disent que 5% de l'activité mentale de l'homme est consciente et que à chaque jour, l'homme est dirigé à 95% par son subconscient. Bon. Si vous étiez un smartphone ou un ordinateur, comparez l'écran de votre smartphone ou de votre ordinateur et ce que vous voyez qui s'y affiche à l'écran, comparez ça à la partie dite consciente de votre esprit. Vous ne voyez que ce qui s'affiche à l'écran. Cependant, il y a plein de programmes que vous ne voyez pas, qui pourtant fonctionnent au moment même en arrière-plan dans le smartphone ou l'ordinateur. Si vous allez dans la section paramètres / application ou programme de votre smartphone ou de votre ordinateur, vous allez voir le siège de tous les programmes qui font fonctionner le matériel et qui fonctionnent en arrière-plan et qui consomment l'énergie de la batterie. Considérez cette partie-là, cette section-là, comme la partie subconsciente de votre esprit. Et considérez l'Internet dans votre smartphone ou votre ordinateur qui est connecté comme la partie inconsciente, la partie qui sait vraiment tout, mais vous ne vous en rendez même pas compte qu'il est là en vous. Connecté à l'Internet, votre smartphone ou votre ordinateur, continuellement, à la fois envoie et aussi reçoit et traite des informations et des commandes sans que vous vous en rendiez compte. Et les programmes peuvent se mettre à jour sans que vous vous en rendiez compte. Et aussi, vous pouvez aller vous aventurer sur des sites malveillants ou vous ramener vous-même de mauvais programmes dans le système de votre matériel qui vont altérer son fonctionnement, encore une fois, sans vous en rendre compte. En recevant des informations et des commandes, votre smartphone ou votre ordinateur est sujet à recevoir et peut recevoir une ou des informations, ou une ou des commandes, ou un ou des programmes malveillants qu'on appelle un virus. Ce virus-là, ou ces virus, parce qu'ils peuvent être plusieurs bien sûr, vont venir s'installer parmi les programmes qui font fonctionner et qui fonctionnent déjà dans votre smartphone ou votre ordinateur, c'est-à-dire dans la partie subconsciente de la machine, et qui vont altérer et corrompre son fonctionnement. Et c'est d'autant plus facile quand votre smartphone ou votre ordinateur n'a pas d'antivirus pour se défendre. Dans le podcast 2, nous vous avions parlé de la vulnérabilité de la communauté noire à la manipulation. En vous aventurant sur n'importe quel site sur Internet, nous pouvons ramener nous-mêmes plein de virus dans le système de notre matériel sans nous en rendre compte. Un antivirus est aussi un logiciel, un programme informatique créé et destiné à identifier et à effacer des logiciels, les logiciels malveillants, dans le système de matériel informatique
bref, à défendre le système. Donc, certains choisissent de protéger leur système, d'autres non, parce qu'ils n'y voient aucun intérêt, et restent donc sujets à toutes sortes d'intrusions. Et certains autres veulent protéger leur système quand il est déjà trop tard. En ce sens, ce que je vous explique là, vous, en tant que personne qui a une conscience, qui peut choisir par lui-même, vous pouvez soit, avec votre parti conscient, ne pas le prendre au sérieux et payer les conséquences, soit le prendre au sérieux et agir en conséquence. Dans votre smartphone ou votre ordinateur, le siège des applications ou des programmes, qu'on compare à votre subconscient, n'a pas la faculté d'accepter ou de refuser une information ou une commande ou un programme. Il accepte tout. Il en est de même pour votre subconscient en tant qu'humain. Ce que vous lui donnez, ce que vous mettez dedans par vous-même ou par les autres, bon ou mauvais, sans faire de différence, il le prend, il le capte et il agit en conséquence. Considérez tous les programmes informatiques ou les programmations qui régissent le fonctionnement de votre matériel comme ce qui s'appelle le conditionnement du matériel. Donc, un matériel informatique peut être bien programmé ou mal programmé. Si le logiciel est bon, s'il est bien programmé, le matériel fonctionne bien, tout le monde est content. Si le logiciel est corrompu, s'il est mal programmé, c'est-à-dire qu'il a un mauvais programme qui lui fait mal fonctionner, même quand ce matériel coûterait 10 millions de dollars, le matériel fonctionnera quand même mal. Et tout le monde est fâché, tout le monde est frustré. Que ce soit un ordinateur isolé ou tout un groupe d'ordinateurs. Et si vous savez que telle ou telle compagnie de smartphones ou d'ordinateurs produit des matériels de qualité médiocre, c'est sûr que vous allez éviter de faire affaire avec cette compagnie-là, jusqu'à ce qu'elle améliore nettement la qualité de ses produits, de ses logiciels et matériels. Et justement, dans un souci d'optimisation, les logiciels sont régulièrement mis à jour pour corriger les erreurs des premières versions. Entre parenthèses, remarquez comment nous, les humains, ceux qui produisent, ils améliorent toujours leurs produits par souci d'optimisation et de meilleure performance. Et ceux qui consomment, nous aimons et courons souvent après les dernières mises à jour, les dernières versions des choses, les versions les plus récentes. Mais presque jamais, pour ne pas dire jamais, nous ne pensons que nous aussi, nous devrions optimiser notre esprit, corriger les erreurs de notre esprit qui roulent dans notre système. Toujours dans la logique de faire une comparaison avec les ordinateurs, en informatique, il y a un concept qui s'appelle GIGO, ou en anglais GIGO, qui signifie Garbage In, Garbage Out. Ce terme, utilisé depuis 1957, à la naissance de l'informatique, implique qu'une mauvaise entrée entraînera une mauvaise sortie. Le GIGO stipule que la qualité de l'entrée détermine la qualité de la sortie. Des données d'entrée défectueuses ou absurdes produisent des sorties absurdes ou déchets. Ce qui veut dire que la qualité de ce qui sort ne peut pas être meilleure que ce qui entre. Un programme va donner des résultats erronés s'il travaille sur des données erronées. Entrée erronée, sortie inévitablement erronée. Si je vous pose cette question-là maintenant, que laissez-vous entrer et s'installer dans votre esprit tous les jours? De quoi nourrissez-vous principalement et régulièrement votre esprit tous les jours? Si vous nourrissez votre esprit de valeurs, votre esprit nourrira réciproquement votre vie de valeurs. Si vous nourrissez votre esprit de futilité, votre esprit nourrira réciproquement votre vie de
futilité. Comme un ordinateur, nous, en tant qu'humains, de nos jours, surtout avec l'Internet, nous nous programmons nous-mêmes tous les jours avec les types d'informations dont nous nourrissons régulièrement notre esprit à tous les jours. Et maintenant, nous les enracinons nous-mêmes et les fixons nous-mêmes et nous les maintenons nous-mêmes dans notre esprit tous les jours un peu plus et de plus en plus. L'inconvénient avec ça, c'est que tout, je répète, tout ce qui est imprimé, bon ou mauvais, dans le subconscient individuel et collectif, de façon répétée, doit se manifester sous une forme physique par et à travers vous, même sans vous en rendre compte. Encore une fois, nous retrouvons la similitude avec le concept informatique GIGO, G-I-G-O, Garbage In, Garbage Out. La différence est que l'ordinateur, lui, n'a pas la faculté de choisir par lui-même ce qu'il veut laisser entrer dans son système. Maintenant, me direz-vous, c'est quoi la relation de ce concept informatique avec notre sujet du jour? Aujourd'hui, nous parlons des causes, des faiblesses de la communauté noire. Depuis tout à l'heure, j'utilise le mot concept et c'est un mot très important, extrêmement important, qui joue un rôle capital dans la vie et le type de vie des gens, dans la vie de tout individu sur Terre. Quand je dis tout individu sur Terre, c'est quelle que soit sa position géographique, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit son pays ou nationalité, actuelle ou d'origine, quel que soit son statut social, quel que soit son titre professionnel, quel que soit son métier, quel que soit son genre, quel que soit son âge, ce mot concept joue un rôle capital dans sa vie. Le meilleur moyen que j'ai pour vous faire comprendre son importance de ce mot concept, c'est de vous parler d'un personnage, d'un grand personnage et de son travail. Un grand personnage qui a fait un travail remarquable en ce sens. C'est le moment de vous parler, c'est le moment pour moi de vous parler un peu du concept thérapie du docteur George Thurman Fleet. Dr Thurman Fleet était un chiropraticien, un guérisseur et un enseignant de métaphysique. En fait, un chiropraticien, c'est un professionnel de la santé qui est spécialisé dans le diagnostic, la prévention et le traitement de la douleur, en manipulant bien sûr la colonne vertébrale. Et comme vous le savez, un guérisseur, c'est une personne qui guérit les malades par certains procédés. Et la métaphysique, c'est la science de l'être en tant qu'être. C'est la recherche et l'étude des premiers principes et des causes premières, si on peut dire. C'est la connaissance rationnelle des réalités transcendantes et des choses en elles-mêmes. Donc, la chiropratique est l'une des sciences curatives, bien sûr, qui ne traitent et n'agissent que sur le corps pour tenter de guérir les maladies. Quoique très efficace, si et quand ces sciences font face à une maladie qui tire son origine dans l'esprit, elles échouent toutes à opérer une guérison. Et elles échouent parce qu'elles ne traitent que les effets, alors que la cause se situe dans l'esprit du malade. Entre parenthèses, cela s'appelle un biais cognitif. Un biais cognitif, c'est le fait de juger uniquement à partir de ce qu'on voit, uniquement à partir des informations qu'on a, sans chercher à vérifier l'autre aspect de la chose, l'autre aspect de la question. Susceptible ainsi de produire, bien sûr, des jugements erronés. Et parmi les biais cognitifs, il y en a beaucoup. Il y en a un qui s'appelle l'effet de vérité illusoire ou effet d'illusion de vérité, qui est la tendance à croire qu'une information est vraie après une exposition répétée. Et on peut citer aussi un autre biais cognitif qui s'appelle le paradoxe du choix. Le paradoxe du choix, c'est quand une abondance d'informations
conduit un individu à prendre des décisions moins efficaces et moins satisfaisantes que celles qu'il aurait prises avec moins d'informations clés. On voit bien sûr très bien ce phénomène avec les grands flots d'informations continuelles de toutes sortes des réseaux sociaux dont s'exposent les gens et qui se mettent à agir n'importe comment par la suite par rapport à ces informations sans vraiment prendre le temps de penser par eux-mêmes. Donc le docteur Thurman Fleet s'était donc rendu compte que l'esprit et la façon de penser créaient la maladie. Et ceci aussi bien que chez les scientifiques, que chez les athées, que chez les religieux. Il voulait trouver une manière universelle, compréhensible de l'expliquer aux gens en conciliant la science, l'athéisme et la religion sans les choquer et les incitant à y tenir compte et agir en conséquence. Parce que vraiment, jusque-là, aujourd'hui encore, juste le dire aux gens que leurs pensées causent leur situation, cela reste encore un concept dans leur esprit, qui fait qu'ils l'entendent, mais n'y accordent aucune importance, aucune valeur. Le Dr Fleet a donc développé en 1931 une méthode philosophique curative appelée concept thérapie, qui enseigne comment nos concepts ou nos idées ou nos pensées affectent, influencent, régissent et contrôlent chaque aspect de notre vie et comment ces pensées se fixent dans l'esprit, dans notre esprit. Donc, on a d'une part le mot concept, qui veut dire une notion générale abstraite ou idée dans l'esprit. Comme exemple de concept, on a Dieu, la liberté, le bien et le mal, l'amour, le succès, la réussite, la moralité, bonheur, changement. Ces mots-là, ces affaires-là, c'est abstrait. On ne les voit que dans l'esprit, dans le mental. C'est juste une idée, une devinette, une spéculation dans la tête des gens, qui fait que ce que cela veut dire pour l'un est tout autre pour l'autre, sans arriver vraiment à le démontrer concrètement. Ce qu'on ne voit pas et ne comprend pas encore, mais qu'on accepte, est aussi un concept. Par exemple, une vision d'entreprise, une vision de société, une vision pour un pays. Il y a des concepts abstraits. Il y a aussi, bien sûr, des concepts concrets. Les concepts concrets, on les voit à la fois dans l'esprit, le mental, avec une image physique. Comme concept concret, on a par exemple chien, chat, sexe. Vous voyez? Amour, abstrait, sexe, concret. Vous avez une image physique de ce que c'est dans votre esprit. Comme autre exemple, on a de concept concret, on a nuage, on a feu. En fait, le concept concret renvoie donc à un objet, à une chose matérielle, physique, perçue par les sens, après l'avoir vu dans l'esprit, dans le mental, abstraitement. Le mot concept est aussi synonyme de mentalité, de philosophie de vie. Donc ça, c'était pour le mot concept. On a d'autre part le mot thérapie, mot d'origine grecque qui signifie cure, soin, donc qui signifie avoir des qualités curatives. Dans thérapie, on voit soin, on voit cure, on voit traitement. D'où la concept thérapie dont parle le Dr Fleet. Le fait est que un concept ou une pensée ou une idée qui devient fixée dans la conscience peut être vrai ou faux, peut être constructif ou destructif. La concept thérapie du Dr Fleet, du Dr Thurman Fleet, s'occupe donc de changer les faux concepts destructifs dans la conscience. Elle enseigne les méthodes par lesquelles les faux concepts destructifs peuvent être découverts, compris et enlevés ou remplacés par des vrais concepts constructifs. La concept thérapie aide donc à devenir conscient que l'être humain est quelque chose de plus qu'un simple corps. On comprend alors que l'être humain est une âme,
le moi, l'individualité, le siège des activités psychiques, médiatrice entre l'esprit et le corps, et possède un esprit humain, qui est la quintessence divine en lui, l'en haut, si vous voulez, le spirituel, la force qui donne vie, et un corps qui est l'en bas, la matière, le physique. Et chacune des parties composantes de sa personnalité, corps, esprit humain et âme, joue un rôle important et capital dans la vie de chaque humain et est gouvernée par des lois immuables précises. En ce sens, la concept thérapie enseigne que nous vivons dans un univers de lois et d'ordre, mais pour obtenir la santé, le bonheur et la paix d'esprit, on doit vivre en accord avec la loi. La concept thérapie enseigne à un individu à se connaître lui-même et comment s'adapter de façon constructive à l'environnement dans lequel il doit vivre et travailler, de manière à ce que, lorsqu'elle est comprise, assimilée et bien appliquée dans la vie quotidienne, elle apporte la santé au lieu de la maladie, l'abondance au lieu de la pauvreté, la paix et le bonheur au lieu de la discorde et de la confusion. Donc, en résumé, le docteur Thurman Fleet a fondé la concept thérapie, qui est un art de guérison qui identifie et élimine les conditionnements destructifs dans le subconscient et qui sont responsables de la maladie sous toutes ses formes. Donc, si j'ose dire, les pensées que je choisis déterminent les résultats que je manifeste dans ma vie. Pour faciliter et maximiser la compréhension des gens, toujours le docteur Thurman Fleet, en 1934, il a donc introduit le bonhomme allumette dans son enseignement pour représenter l'esprit aux gens, pour qu'ils puissent bien comprendre et bien assimiler l'information. Pour ceux qui connaissent le bonhomme allumette, la partie conscient, il y a dans le bonhomme allumette la partie conscient et la partie inconscient. Vous devez savoir, je le répète encore, que l'humain fonctionne et est dirigé à chaque jour, tous les jours, par 95% de son inconscient. 5% de l'activité mentale est consciente. La partie conscient est la partie qui raisonne. Il a la faculté de rejeter ou d'accepter et de négliger. La partie subconscient est là où les pensées acceptées par le conscient sont transférées, fixées, imprégnées et enracinées. Et ces pensées enracinées cristallisent nos paradigmes ou, si vous voulez, nos conditionnements. Nous devenons donc et manifestons donc nos pensées et surtout nos pensées prédominantes. Chaque pensée acceptée par le conscient doit être acceptée par le subconscient parce que le subconscient n'a pas la faculté de rejeter. Tout ce qui est imprimé dans le subconscient individuel et collectif, je l'ai déjà dit, de façon répétée, doit se manifester sous une forme physique par et à travers vous. C'est une loi. Toute pensée imprégnée dans le subconscient devient une partie fixée de notre personnalité et de nos habitudes. On parle alors de paradigme ou l'esprit conditionné. Le corps, lui, est le véhicule d'expression du subconscient. L'expression du subconscient se manifeste à travers nos paroles, nos comportements, nos actions et nos sentiments. La bonne nouvelle est que l'être humain peut modifier par lui-même les résultats de sa vie en modifiant l'attitude de son esprit. Et en ce sens, les gens confondent l'attitude mentale positive et la pensée positive. Ils pensent qu'il suffit juste de lire passagèrement une citation positive sur les réseaux sociaux et de la partager. Ils pensent que c'est ça, être positif pour avoir de meilleurs résultats. Mais malheureusement, non. L'attitude mentale positive, c'est ce qui donne réellement de vrais et d'excellents résultats.
Et cela s'apprend. C'est apprendre à calmer, contrôler et maîtriser la danse anarchique de ses pensées et les utiliser de façon plus efficace. Tout ceci est pour vous expliquer que la cause première des faiblesses de la communauté noire réside dans le mental et le subconscient collectif de la communauté, que vous le croyez ou non. Je répète, tout ce qui est imprimé dans le subconscient individuel et collectif de façon répétée doit se manifester sous une forme physique par et à travers vous. Tout ce qui est imprimé dans le subconscient individuel et collectif de façon répétée doit se manifester sous une forme physique par et à travers vous. Je le répète encore pour vous, parce que c'est très important, extrêmement important. Tout ce qui est imprimé dans le subconscient individuel et collectif de façon répétée doit se manifester sous une forme physique par et à travers vous. C'est une loi. En ce sens, un travail a été effectué. Je ne suis pas un spécialiste ni un expert de l'histoire des Noirs, mais ma formation et mes recherches m'ont appris à questionner et me méfier un peu des versions publiques racontées par tout le monde. Car assez souvent, il y a une version pour le public, pour endormir ou pour contrôler le public, et il y a une version officieuse, la vraie version non connue du public. On nous présente toujours des films d'esclavage pour nous rappeler que nous venons d'esclaves, n'est-ce pas? De manière évidente, vraiment, jusqu'à l'heure actuelle, les Noirs ont majoritairement tendance à résumer tout leur passé et même leur origine seulement à la période de colonisation, de l'esclavage, de la traite négrière. Or, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que bien avant cette période, la communauté noire a eu un âge d'or de grandes civilisations et de grands empires rayonnants qui ont joué un rôle très important dans le monde entier. Ces empires ont eu des souverains très puissants dont certains d'entre eux possédaient aussi des esclaves blancs. Toutes ces informations sont sur Internet, à la disposition de tous ceux qui veulent bien utiliser productivement Internet. Une version officielle, une version officieuse. C'est comme quand la religion remonte l'origine du monde à seulement 6000 ans, tandis que la science la remonte à plus de 4,5 milliards d'années, ce qui demande réflexion. Comme je disais, il y a eu un travail soigné dans la conscience de la communauté noire, se basant sur la compréhension du fonctionnement de l'esprit. Un travail mental qui est resté fixé et enraciné dans notre subconscient collectif. Les faiblesses de notre communauté, de la communauté noire, ont une seule et unique cause. Et je pèse mes mots. Il est important de comprendre qu'une fois qu'un concept est rendu dans le subconscient et devient une habitude, il passe en pilotage automatique de manière inconsciente. C'est ce qui fait que les habitudes acquises et enracinées sont dures et difficiles à s'en défaire. Que ce soit une bonne ou une mauvaise habitude, que ce soit une habitude constructive ou destructive. Quand une personne ou un peuple ou une communauté a tellement vécu dans la division, la désunion, cette division, cette désunion est rendue en pilotage automatique de manière inconsciente, germant continuellement dans le subconscient des individus. Je le répète, tout ce qui est imprimé dans le subconscient individuel et collectif de façon répétée doit se manifester sous une forme physique par et à travers vous. Tant et aussi longtemps
que le même conditionnement roule dans sa tête, dans son mental, il demeurera et répétera les mêmes schémas de pensée et de comportement et aura toujours et encore les mêmes résultats. Pourtant, comme l'éléphant dompté mentalement, l'homme est bien plus que celui qu'il se croit être. Son conditionnement est inconscient. L'ignorance de ce conditionnement, d'un individu ou d'un peuple ou d'une communauté, augmente le risque et la capacité de le manipuler, de l'affaiblir et de le maintenir affaibli en pilotage automatique. C'est-à-dire qu'il continuera à s'affaiblir et se maintenir affaibli lui-même à l'avantage de celui ou de ceux qui ont introduit le programme dans sa conscience et que sa conscience a accepté. Je vous ai parlé des biais cognitifs dont l'effet de vérité illusoire ou effet d'illusion de vérité qui est la tendance à croire qu'une information est vraie après une exposition répétée. Ceci justement est possible parce que, encore une fois, tout ce qui est imprimé dans le subconscient individuel et collectif de façon répétée doit se manifester sous une forme physique, par et à travers vous. Un peuple ou une communauté étant constituée par un ensemble d'individus distincts, ayant subi respectivement pratiquement la même programmation, en ce sens, pour opérer un changement, il est important que chaque individu apprenne respectivement à s'améliorer, à se reprogrammer pour de meilleurs résultats. Comprenez bien que le subconscient d'un individu se programme par son environnement immédiat physique et de nos jours par son environnement virtuel et par son environnement intellectuel. Et surtout par les informations et les qualités d'informations dont il nourrit son esprit régulièrement et le plus souvent. Tout comme nous nourrissons notre corps avec de la nourriture solide ou liquide que nous introduisons dedans, nous nourrissons aussi notre esprit avec les informations que nous introduisons dedans. Je vous ai parlé du biais cognitif qui est le paradoxe du choix, qui est quand une abondance d'informations conduit un individu à prendre des décisions moins efficaces et moins satisfaisantes que celles qu'il aurait prises avec moins d'informations clés. Tout comme vous faites très attention à ce que vous mangez, à ce que vous buvez, à ce que vous portez comme vêtements, à ce que vous roulez comme voiture, frères et sœurs noirs, vous devriez faire aussi très attention et même plus attention à ceux dont vous introduisez dans votre tête et nourrissez votre esprit, car sans vous en rendre compte, et que vous le croyez ou non, ils auront obligatoirement et inévitablement un impact dans votre vie. Je répète, tout ce qui est imprimé dans le subconscient individuel et collectif de façon répétée doit se manifester sous une forme physique par et à travers vous. Malik a dit que la communauté noire est trop distraite. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, c'est le temps pour moi de vous parler de la technique de manipulation de masse. Je vais vous énoncer les 10 principales stratégies de la manipulation de masse. Prêtez attention à l'ordre dans lequel les stratégies progressent. Remarquez ce qui vient la première en tête de liste et comparez les 10 stratégies avec la réalité du pays, à la réalité de notre communauté globalement parlant. Numéro 1. Manipulation de masse grâce au divertissement. Tout réside dans la définition du mot « divertir ». Il signifie l'action d'amuser une personne ou un groupe de personnes afin de détourner leur attention. Cette technique est sans aucun doute la mieux utilisée pour manipuler la société.
Elle consiste à détourner l'attention d'un groupe social des sujets et questions essentiels par des sujets non pertinents. Ceci peut être dans le but de l'empêcher de réfléchir à ce qui importe réellement pour son bien-être et sa survie. C'est ce qui explique sans doute la divulgation intempestive des informations relatives au divertissement à notre ère. Deuxièmement, créer des problèmes puis offrir des solutions. Voici une des techniques de manipulation utilisées pour influencer l'opinion publique, encore appelée problème, réaction, solution. Cette stratégie de manipulation de masse consiste à créer un problème social qui suscitera une réaction publique afin de vendre ou imposer une solution. Le but est d'amener la grande masse à venir chercher auprès de nous la solution à un problème que nous avons engendré sans qu'elle le sache. La publicité utilise sans cesse cette technique de manipulation de foule dans le but de créer de faux problèmes dans l'esprit des téléspectateurs. C'est un atout que les acteurs politiques de notre temps ne manquent pas d'exploiter. Comme nous le voyons souvent au cinéma par exemple, le fait de créer un virus et de le répandre pour obliger la société à venir chercher le vaccin que l'on propose dénote purement de cette technique. Numéro 3. La manipulation de masse avec la stratégie de la dégradation. C'est une stratégie imposante qui consiste à introduire progressivement des mesures généralement inacceptables en exploitant la masse. En réalité, la foule est poussée à opter pour ces mesures sans qu'elle n'en ait réellement conscience. Cette méthode a la particularité de s'étendre sur une ou plusieurs années. C'est par cette stratégie que les nouvelles conditions socio-économiques ont été imposées aux populations au cours de la période de 1881 à 1890. Numéro 4. La stratégie du différé. Faire accepter une décision indésirable à la masse en la présentant comme étant une décision douloureuse mais nécessaire, c'est user de la stratégie du différé. En d'autres termes, c'est une technique de manipulation utilisée pour faire croire aux populations que nous sommes obligés de prendre les dispositions qu'elles refusent parce qu'elles sont devenues la seule option. C'est leur dire que la mesure prise est temporairement attentatoire, voire compromettante, et qu'elle garantit de grands bénéfices pour des jours futurs. L'objectif visé par cette stratégie de manipulation de masse est d'amener la population à s'habituer à la mesure en pensant au prétendu progrès qu'elle pourrait s'assurer. Il n'est pas souvent compliqué de se faire manipuler par une bonne espérance. Numéro 5. Infantiliser le public. Les messages télévisés en particulier utilisent des mots, des gestes, des discours, voire même des attitudes qui sont la preuve vivante d'une certaine naïveté. Le public est tout simplement considéré comme un enfant en bas âge ou un handicapé mental. L'infantilisation du public est l'une des techniques de manipulation qui cherche à neutraliser le sens critique de la population. Numéro 6. Manipulation de masse, recourir aux émotions plutôt qu'à la réflexion. Les messages sensibles qui parviennent souvent à la société grâce aux médias ne sont pas conçus dans l'intention de susciter l'esprit critique des populations. Leur objectif est d'éveiller des émotions fortes en vue de toucher le subconscient des individus. L'utilisation du registre émotionnel est une porte d'accès à l'inconscient. Il sert à y laisser des peurs, des désirs, des pulsions qui peuvent servir à créer un état d'esprit donné au sein des rangs. Numéro 7. Créer des publics ignorants. L'ignorance est le fait de manquer d'outils nécessaires pour analyser et percevoir la réalité des choses. Par cette technique, on présente au public juste des données brutes pour une analyse impertinente des faits. Ainsi,
il ne peut connaître ni comprendre la réalité concrète. Ainsi, veiller à garder son entourage dans l'ignorance totale est l'une des stratégies phares pour la manipulation de masse. Numéro 8. Promouvoir des publics complaisants. La plupart des tendances et des modes de nos jours ne sont pas créées au hasard. Elles proviennent généralement d'un centre de pouvoir ayant pour but de manipuler la population. Par le moyen d'une mode empruntée à la dérision autour du ridicule, les médias promeuvent des normes de vie. Ils encouragent le public à trouver cool le fait d'être bête et déraisonné. Numéro 9. Renforcer l'autoculpabilité. L'une des techniques de manipulation est de laisser croire au public qu'il est le seul responsable de ses problèmes. C'est-à-dire faire le nécessaire pour le convaincre de son implication directe dans ce qu'il vit. Grâce à cette manipulation de masse qui frise la technique du leurre, la population pense que l'environnement dans lequel elle vit est parfait et qu'elle est la seule à blâmer pour les malheurs qu'elle endure. Numéro 10. Une connaissance approfondie de l'être humain. La science a réussi à rassembler une quantité impressionnante de connaissances sur la biologie et la psychologie au cours de ces dernières années. Mais c'est un lot d'acquis auquel la grande masse n'a pas accès. Ainsi, les privilégiés qui ont accès à ce savoir et en connaissent les implications peuvent en user à leur guise pour avoir raison de ceux qui en ignorent tout. Se faire manipuler face à de telles personnes n'est pas alors surprenant. Pour ceux qui veulent aller lire les stratégies de manipulation de masse, donc la source de ce que je viens vous lire là, c'est sur penser-et-agir.fr. penser-et-agir.fr/manipulation-de-masse. Ces informations sont disponibles sur plein de sites web sur Internet. Vous pouvez soit négliger ces informations, soit les refuser, soit les accepter. Notre but n'est pas de vous convaincre, mais de vous inciter à prendre le temps de réfléchir par vous-même. Si chacun accepte que lui aussi a sa part de contribution dans l'amélioration du problème et décide avec conviction de faire un effort pour changer la donne, nous pouvons progressivement redorer le blason de la communauté noire. Chers frères et sœurs, si nous ne décidons pas à rehausser notre communauté, nous ne continuerons qu'à rehausser d'autres communautés qui, elles, travaillent à rehausser leur communauté. Et paradoxalement, nous continuerons à nous plaindre de manque de respect, de manque de valorisation. Semer toujours et encore la même graine, mais ne pas vouloir récolter le même fruit de la graine semée n'est autre que de la folie par définition. La valeur de quelqu'un ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il est déjà comme personne. Ensuite vient ce qu'il possède. Si nous continuons à penser que nous allons nous faire respecter que par la consommation, c'est-à-dire par les vêtements que nous portons, les voitures que nous roulons et les maisons que nous habitons, quoique représentés dans les médias, nous allons attendre encore longtemps avant que notre communauté soit valorisée et respectée à la hauteur que nous le voulons. Nous avons dans notre communauté tous, je dis bien tous, les moyens et ressources financières qu'il nous faut collectivement pour la rehausser. Nous tardons ensemble à le faire parce que jusque-là, nous préférons abandonner tout le pouvoir à nos habitudes programmées, à nos conditionnements, qu'à notre esprit. Et si la communauté noire a collectivement tous les moyens et ressources pour la rehausser, mais qu'elle est encore dévalorisée, c'est clair que nous avons passé à côté de quelque chose d'essentiel au vrai progrès de la communauté noire. Rester chacun tout seul particulièrement à consommer
à nous divertir et à enrichir d'autres communautés n'est pas la solution à la réputation et à la valorisation de notre communauté. Dans notre premier podcast, Lino a dit quelque chose qui est tellement vrai. Il a dit que les Noirs seront respectés quand l'Afrique en soi sera respectée. Ne nous illusionnons pas, ce ne serait pas parfait. Mais, encore une fois, ceux qui progressent et qui réussissent, ce ne sont pas des gens ou des pays ou des communautés qui n'ont pas de problème, mais des gens ou des pays ou des communautés qui ont appris à prendre concrètement sur eux-mêmes et ont su résoudre leurs problèmes. Je vais prendre le même exemple que j'ai pris dans le podcast 2. Imaginons une maison habitée par une famille qui, quoiqu'étant des talentueux et des professionnels, portant plein de beaux vêtements, roulant de belles voitures et habitant une grande et belle maison, mais est complètement déchirée par la haine, ne s'entendent pas entre eux, ou régulièrement, les voisins assistent gratuitement à des scènes de disputes, toujours des conflits, ils se battent tout le temps, ils s'insultent et se dévalorisent tout le temps entre eux, ils négligent même la propreté de leur propre maison, ils affichent de mauvais comportements. Une famille visiblement désunie, quoique sous le même toit. Est-ce que, selon vous, les voisins verront les gens de cette maison, de cette famille, d'un bon œil? Est-ce que, selon vous, qui écoutez, les voisins auront de l'estime et du respect pour cette maison ou pour cette famille? Est-ce que, selon vous, il ne sera pas très facile pour un individu externe, mal intentionné, de diviser davantage cette maison à son avantage sans aucun effort? Je vous laisse répondre à vous-même. Maintenant, imaginez une toute autre situation. Imaginez une famille de talentueux et de professionnels où, malgré leurs problèmes personnels et leurs différends, ils arrivent quand même à les régler pacifiquement. Une famille où règne et respire l'amour, la convivialité, le respect mutuel, l'entraide, pour ne citer que cela. Une famille unie. Qui, selon vous, peut briser cette famille? Ou qui peut venir aussi facilement briser cette famille? Chers frères et sœurs qui écoutez, je vous le dis maintenant. Pour qu'une graine puisse se développer, il faut qu'elle trouve un sol, un terrain propice, favorable et fertile, favorisant son développement et sa croissance. Que pouvons-nous faire pour redorer le blason de la communauté noire, globalement parlant? Je précise toujours globalement parlant parce que, pour que vous compreniez que nous ne parlons pas juste de nos quelques frères et sœurs qui font exception dans la généralité. Par exemple, dans mon pays, je viens d'Haïti, il y a une manie de toujours chercher et clamer haut et fort que tel noir qui accède à un haut niveau dans le monde est d'origine haïtienne, comme pour dire la fierté haïtienne. Alors qu'en réalité, le pays en soi ne favorise pas vraiment ceux qui veulent faire et apporter une différence, ceux qui veulent apporter une valeur ajoutée dans le pays. Celui-là qui veut progresser et qui est compétent et qui peut apporter un vrai progrès à la société, il ou elle se fait boycotter, il ou elle est livré à d'autres par ses propres semblables, il ou elle se fait tuer, détourné par la sorcellerie, ou se fait tirer vers le bas par ses propres semblables, tel un panier de crabes. Les faits sont là et sont réels. Donc, ceux qui exceptionnellement prennent sur eux-mêmes, qui ont su travailler sur eux-mêmes pour arriver là où ils sont, ce sont des exceptions dans la généralité. Et la fierté revient beaucoup plus à eux personnellement et exclusivement parce qu'ils ont fait ce que la majorité d'entre nous ne voudraient pas et ne veulent pas et absolument
pas faire. Oui, quand nous entendons ces exploits, ça nous fait plaisir, à moi aussi. Mais notre valorisation globale ne se résume pas juste à cela. Le fait que l'un d'entre nous a pris sa vie plus au sérieux, a pris le temps de travailler sur lui-même de manière substantielle pour augmenter sa valeur, d'être plus productif et de plus en plus productif, et qui fait sa réussite personnelle, ne veut pas forcément dire que globalement, la majorité des membres de notre communauté agit et pense de même, que vous le vouliez ou non. Notre plus grande fierté sera quand, globalement, un plus fort pourcentage de notre communauté s'impliquera et travaillera vraiment ensemble pour rehausser la valeur de la communauté au lieu de profiter de la réussite personnelle exceptionnelle de ceux d'entre nous qui ont choisi de leur côté de faire la différence dans leur mentalité et leur comportement au prix de leur propre sacrifice personnel. Les qualificatifs concernant un peuple ou concernant une communauté sont déterminés en fonction du plus fort pourcentage des membres de ce peuple ou de cette communauté qui affichent le même comportement, les mêmes caractéristiques, non pas en fonction d'un ou deux d'entre eux. Si, dans un groupe de 100 personnes, 98 d'entre elles sont négligentes et désordonnées, et seulement une ou deux personnes d'entre elles sont disciplinées et organisées, cela ne veut nullement dire que le groupe globalement est discipliné et organisé. Je crois que là-dessus, on est d'accord. Donc, dans ce cas, dans cet exemple, globalement parlant, le groupe est négligent et désorganisé. C'est en ce sens que je précise toujours globalement parlant, le plus fort pourcentage ayant un même schéma de pensée et de comportement. Le plus grand facteur d'affaiblissement d'un peuple, d'une communauté, est la division, la désunion. On nous a appris que les Blancs ont divisé la communauté noire pour mieux les dominer. Maintenant, à force de vivre dans la division, dans la désunion, ce comportement s'est enraciné dans notre subconscient et fonctionne en pilotage automatique au sein de la communauté, tout en croyant que nous ne sommes nullement responsables. Encore une fois, pour qu'une graine puisse se développer, il faut qu'elle trouve un sol, un terrain propice, favorable et fertile, favorisant son développement et sa croissance. C'est une vérité. Si la graine de division, de désunion continue de se développer jusqu'à présent dans notre communauté, faut croire que c'est parce que le terrain lui est encore propice, favorable et fertile. Pensez-y. Et contrairement à un ordinateur, au lieu de juste se laisser programmer tous les jours, chaque membre de la communauté peut se reprogrammer. Bien sûr, un autre grand personnage qui s'appelait Ken McFarland, Dr. Ken McFarland, qui lui aussi a fait un travail remarquable dans la vie de ses semblables, a dit que 2% des gens pensent. 3% pensent qu'ils pensent. 95% préféreraient mourir que de penser. En fait, pour éviter toute confusion, le terme « penser » dont parle le docteur McFarland ici est la pensée claire, c'est-à-dire le fait de penser par soi-même de manière claire, se basant sur les faits importants, pertinents, étudiés et substantiels, au lieu de juste se baser que sur de simples informations futiles et superficielles, au lieu de se laisser guider entièrement par ce que nous entendons, au lieu de se laisser influencer par tous les commérages, au lieu d'accepter sans analyser tout ce que nous lisons ou entendons dans les journaux, et au lieu de juger les autres à travers ce que leurs ennemis et leurs concurrents disent à leur propos.
En résumé, apprendre à devenir plus conscient, plus substantiel, au lieu de se laisser prendre au piège de la superficialité. C'est de cela qu'il parlait. En ce sens, entre parenthèses, je veux attirer votre attention sur ce fait. La naissance des ordinateurs contemporains remonte à 1946. Le premier site de réseau social a vu le jour en 1997. Le docteur McFarland, qui a dit ces paroles, que 95% des gens préféreraient mourir que de penser, lui, il a vécu de 1906 à 1985. Il est donc décédé bien avant la naissance et la fièvre et l'addiction des réseaux sociaux dans l'esprit des gens. Donc, aujourd'hui, plus que jamais, sa déclaration se révèle encore plus importante à prendre en considération, surtout pour nous dans notre communauté, pour pouvoir collectivement augmenter la valeur de notre communauté. Je vous invite fortement à prendre un temps pour réfléchir sur le sujet du podcast d'aujourd'hui et même à le réécouter. Mais bien sûr, écouter ne suffit pas. Il y a à faire pour rehausser la valeur de notre communauté. Et notre but avec nos séries de podcasts est de vous inciter à agir en ce sens. Vous pouvez faire quelque chose. Nous pouvons faire quelque chose. Malema a utilisé le mot « représenter » dernièrement. Il disait que la communauté noire devrait être plus représentée. En ce sens, je dis que la communauté noire est très représentée. Les Noirs sont maintenant dans tous les domaines, dans tous les écrans, dans tous les films, dans toutes les publicités. Donc, on est très représenté. Mais la communauté, globalement parlant, est-elle pour autant réellement valorisée? Sans mentir à soi-même, sans politique de l'autruche, la réponse est non, avec un grand N. Cependant, elle peut être réellement valorisée. Si et seulement si, bien sûr, vous voulez agir en conséquence. Si et seulement si, bien sûr, nous voulons agir en conséquence. Ma mère me répétait souvent, quand elle me corrigeait, « Qui veut son respect, se le procure. Si tu agis comme un enfant, on te traitera comme un enfant. Si tu agis comme un adulte, on te traitera comme un adulte. » Je pense que c'est exactement la même chose. Tout dans la vie a un prix. Il y a toujours une contrepartie. Rien n'est donné gratuitement. Même les réseaux sociaux qui semblent être gratuits ne sont nullement gratuits, sinon leurs propriétaires ne seraient pas parmi les plus riches du monde. Pensez-y. Une personne est valorisée en fonction d'abord de ce qu'elle est. En fonction d'abord de ce qu'elle est. Ensuite, de ce qu'elle fait et de ses résultats. De même pour une communauté. Certainement, certains d'entre nous, certains d'entre nos frères et sœurs noirs ne prêteront absolument aucune importance à ces paroles. Nous ne nous illusionnons pas. Chacun son choix. Mais ce qui est certain aussi, c'est que si nous ne travaillons pas à rehausser notre communauté, nous ne continuerons qu'à juste travailler pour rehausser d'autres communautés qui, elles, travaillent à rehausser leur communauté. Nous faisons bien sûr appel à ceux d'entre nous qui veulent rehausser aussi notre communauté. Le public et le monde sera témoin de cet appel et de la réponse et du taux de réponse à cet appel. Et bien sûr, le public et le monde jugera. Vous, frères ou sœurs noirs, qui écoutez ce podcast en ce moment, quelle sera votre réponse à vous?
Vous, frères ou sœurs noirs qui écoutez cet appel en ce moment, préférerez-vous juste faire partie des 95% de ceux qui préféreraient mourir que de penser dont parlait le docteur Kenneth McFarland? Je ne crois pas. Vous aussi, vous avez, vous aussi, votre rôle et votre responsabilité dans l'amélioration et l'élévation de la communauté. Nous avons tous à faire. La question maintenant est, que pouvons-nous faire? La réponse dans notre prochain podcast est un pour thème, ce que la communauté noire peut et doit faire pour progresser davantage. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et rejoignez le groupe Communauté Noire Plus. Notre série de podcasts est en lien avec le projet Communauté Noire Plus. Retrouvez le lien vers la description du projet dans la description de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite déjà une bonne fin d'année 2022 et un bon début d'année 2023. Et surtout, de prendre la bonne résolution, d'apprendre à travailler sur vous-même et de participer au rehaussement de votre communauté pour une meilleure année, quels que soient les imprévus personnels, quels que soient les obstacles, quels que soient les inconvénients de l'année, pour une communauté noire unie et forte. Vous ne pourrez jamais avoir un contrôle absolu sur les événements extérieurs. Par contre, si vous le voulez et si vous y travaillez, vous pourrez fortement avoir le contrôle sur la manière que vous réagissez face aux événements extérieurs. Merci.